Bonjour à tous, merci beaucoup d'être de nous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Venez, on va s'expliquer. Vous le savez désormais, c'est la rencontre de Philippe et Charles qui débattent, qui s'expliquent sur un sujet donné. Aujourd'hui, on va te parler inévitablement de l'actualité, de ce qui fait l'actualité. Vous le savez, c'est l'attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Alors depuis cette attaque, on a noté que la réaction des marchés financiers s'est résumée à de faibles variations sur les actifs refuges. L'or a frôlé les $2000 l'once, mais c'est à peine plus de 7% que le cours de la veille de l'attaque. Idem pour le Brent, alors que pour le WTI, la variation est à peine de 4%. Le dollar index n'a quasiment pas bronché. Quant au rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, après avoir frôlé les 5% en clôture, il semble plus sensible aux chiffres économiques américains meilleurs que prévus, qui font craindre que la Fed laisse des taux d'intérêt élevés plus longtemps, plutôt qu'aux risques géopolitiques. On a donc l'impression que les marchés financiers cherchent à modéliser les retombées du conflit et attendent de voir si la guerre va s'étendre à d'autres pays, et ce alors que Tsahal est aux portes de la bande de Gaza. Dans cet environnement, dans cette optique, quelle stratégie d'investissement faut-il en conséquence adopter? Faut-il miser sur une escalade du conflit et donc sur une nouvelle poussée de l'or noir? Quid de l'inflation et donc des politiques monétaires? Faut-il s'attendre à ce que le dollar se renforce? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, je suis avec Charles Sana et Philippe Béchade. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Charles, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Charles. Charles, vous êtes éditorialiste et économiste, fondateur du site insolentiae.com. Philippe Béchade, vous avez de nombreux titres. Vous êtes rédacteur en chef de La Lettre des Affranchis, président des Éconoclastes et rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien. Philippe, ma première question est pour vous et je vais être volontairement un peu piquant. Avec ce que j'ai dit en introduction, on semble donc que les marchés financiers ont, semble-t-il, un peu mis de côté ce risque géopolitique puisque la situation semble un peu statique actuellement. Est-ce que finalement, par la force des choses, il y a un vrai sujet aujourd'hui autour de la géopolitique et de son adaptation et de son application sur les marchés financiers? Ça c'est sûr, il y a un vrai sujet. Alors nous en sommes à la énième guerre, confrontation au Proche-Orient, entre Israël et les diverses factions palestiniennes. Ça s'affronte joyeusement depuis plus de 30 ans. Pour revenir à une histoire très récente, on a 2010, 2012, 2014, 2018, 2021, 2023. Puis alors là, d'un seul coup, quand on regarde qui s'implique là, cette fois-ci, alors on retrouve la marine chinoise qui passe Suez et qui m'a envoyé 6 navires modernes, c'est-à-dire en fait tous les équipements électroniques, missiles, etc. Donc ça rigole pas. Donc on a la Chine, puissance nucléaire, on a Israël bien sûr, puissance nucléaire, on a les États-Unis, et puis un peu plus au nord, on a l'Ukraine où ça continue de se battre, guerre par proxy entre la Russie et les États-Unis, 2 puissances nucléaires. Donc finalement on se dit, puisque maintenant il y a 4 puissances nucléaires qui, dans une partie de billard à 3 bandes, pourraient se répondre, quand il y a 4 puissances nucléaires, voire 5, puisque Israël en fait partie, on se dit, il ne va rien se passer. Parce que sinon c'est l'apocalypse, c'est la fin, c'est l'embrasement, donc on pense qu'on va être raisonnable. Le seul problème, c'est que ni du côté israélien, ni du côté Hamas, on ne veut se montrer raisonnable. Alors on ne va pas revenir sur l'horreur du 7 octobre, mais il y a un moment où il faut essayer de trouver comment sortir de la situation. Et là, les messages sont constants, on ne veut pas en sortir. Alors si peut-être un message d'espoir, 2 otages israéliennes libérées, mais c'est à peu près tout. Et sinon pour le reste, le dispositif américain est en place. Une possible riposte russe au travers d'un arsenal de missiles hypersoniques déployés au-dessus de la mer Noire, mais ça veut dire que les côtes d'Israël sont à 8 minutes d'un missile Kinzhal. Tout est en place quand même pour que les choses se passent pas bien. Voilà. Alors après, sur qui les grandes puissances peuvent-elles s'appuyer pour essayer de désamorcer le conflit? Clairement, c'est le Qatar et la Turquie.
Et le jour où on entendra ces deux pays revenir avec insistance, ça veut dire que vraiment, là, ça voudra dire qu'on a vraiment commencé à négocier. Tant qu'on n'entend pas Turquie et Qatar, ça veut dire que la situation n'est pas désamorcée et que tout malheureusement peut arriver. Et je peux vous dire que du côté israélien, la volonté d'en finir avec le Hamas, elle est réelle et elle est profondément ancrée. Et c'est tout à fait compréhensible également, mais ce qu'on doit tous comprendre, c'est que ça implique forcément quelque part un désastre humain dont personne ne veut, et un désastre humain qui fera de ceux qui en seront tenus responsables, qui en fera deux pays, puisque c'est les États-Unis et Israël, considérablement affaibli sur la scène diplomatique internationale. Alors, Philippe, ce qu'on comprend en substance dans votre discours, c'est ce que vous dites, c'est que le risque géopolitique à l'heure actuelle, et ce depuis déjà plusieurs années, a pour toile de fond la transition vers un nouvel équilibre stratégique international. Cette transition d'un nouvel équilibre international, stratégique international, tout ça, ça prend du temps. Ce que vous nous dites, en fait, c'est qu'il y a plein de superpuissances qui ont affrété tous leurs navires militaires. Ils sont tous là en mer Méditerranée. Oui, même le Charles de Gaulle va peut-être pouvoir se joindre. Non, mais donc, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, donc, ce nouvel équilibre stratégique international, la définition, la mise en place de ce nouvel équilibre, ça prend du temps. Charles, est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe de dire que finalement, par la force des choses, ce qui explique le fait que les marchés financiers ne réagissent que peu au risque géopolitique actuel, c'est parce que finalement, par la force des choses, le risque est étalé sur le temps, finalement? Alors, je pense pas que les marchés ne réagissent pas parce que le risque serait étalé sur le temps. Je pense que les marchés ne réagissent pas aujourd'hui parce que comment voulez-vous, ce que je vais dire et que les auditeurs le prennent avec beaucoup de recul et toutes les pincettes nécessaires parce qu'on parle de vie humaine, donc forcément ça est dramatique. Mais comment voulez-vous valoriser des attaques terroristes et pour le moment une riposte militaire qui est somme toute très limitée. Je parle militairement, évidemment, les victimes qui sont sous les décombres à Gaza, elles ne trouvent pas la riposte militaire d'Israël limitée. De la même manière que les familles israéliennes endeuillées n'ont pas trouvé ça très agréable non plus. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, d'un point de vue uniquement macroéconomique, on se place dans la froideur analytique des marchés et pas dans l'émotionnel humaniste des événements dramatiques qu'on vient de vivre, vous n'avez pas grand-chose à valoriser pour le moment. Vous avez commencé votre introduction en parlant de l'or qui avait monté de 7%, du pétrole qui avait monté un petit peu, rien effectivement de délirant aujourd'hui, mais aujourd'hui vous n'avez rien, encore une fois, au niveau des marchés, de délirant à valoriser. Vous n'êtes pas dans une guerre régionale ouverte, vous êtes dans des escarmouches quotidiennes, mais vous n'êtes pas dans une guerre régionale ouverte. Vous n'êtes pas dans une guerre mondiale ouverte, quand bien même tout le monde prépare ses forces et déploie ses forces. Vous êtes, j'ai eu l'occasion de parler il y a quelques temps avec Philippe, et Philippe me disait, ça me fait penser un peu à la drôle de guerre. Et j'avais trouvé son expression extrêmement juste. C'est vraiment une drôle de guerre, et cette drôle de guerre, là, c'est du déploiement de force. Je suis navré, j'ai à nouveau un retour son qui est pas très agréable. Donc on est dans un déploiement de force, on est dans une espèce de phase suspendue. La pièce a été lancée et on ne sait pas trop de quel côté elle va retomber. Et donc, les marchés, ils sont dans cette situation-là, c'est suspendu. Alors, avec des taux qui sont passés de moins 0,50 à plus de 4% en Europe, en moins d'un an, voir l'or s'apprécier, c'est une sacrée performance. Donc, attention à cette hausse en trompe-l'œil de l'or qu'on peut trouver faible. Elle est faible en valeur absolue. Le contexte dans lequel elle intervient, qui est un contexte de très forte hausse de taux d'intérêt, fait qu'en réalité, c'est une hausse très importante de l'or compte tenu du contexte macroéconomique. Donc, le contexte géopolitique, en réalité, je crois qu'il faut que tout le monde comprenne bien ou ait bien à l'esprit que on est en attente.
on est en attente de la décantation de la situation. Est-ce qu'Israël va lancer ses opérations au sol à Gaza? Est-ce que le Hezbollah va rentrer dans la danse? Est-ce que derrière, on va avoir une attaque d'Israël sur plusieurs fronts? Est-ce que les pays arabes prendront des sanctions? Pour le coup, ce seront des sanctions dans un premier temps forcément économiques et donc sur le pétrole. Bref, est-ce que tout ça va avoir lieu? Et donc, si tout ça a lieu, et bien évidemment, les marchés là le valoriseront et donc on aura des mouvements très importants sur les marchés à partir du moment où on va quitter cette phase de drôle de guerre pour rentrer dans une phase de guerre beaucoup plus intensive, ou au contraire, les marchés réagiront, alors sans doute un peu à la baisse pour l'or, un peu à la baisse pour le pétrole, si jamais on arrive à sortir par le haut avec une solution profondément politique à un problème qui est essentiellement profondément politique, la guerre n'étant que la continuité de la politique par d'autres moyens. Mais enfin, une guerre doit toujours répondre à des objectifs politiques. Or, si votre guerre ne répond pas à des objectifs politiques, votre guerre, elle n'a aucun sens. Donc, gagner une guerre militairement, c'est une chose, mais il faut gagner la paix, il faut gagner l'après-guerre, et l'après-guerre et la guerre, c'est toujours une cohérence politique vis-à-vis des objectifs de guerre. Donc, aujourd'hui, quels sont les objectifs de guerre d'Israël? Quels sont les objectifs politiques d'Israël pour l'après-guerre? Qu'est-ce que ça peut dessiner comme futur possible et qu'est-ce que ça peut dessiner du coup comme risque induit? Et puis quels sont les moyens militaires d'Israël pour traiter le problème du Hamas et de Gaza, pour traiter peut-être simultanément le sujet du Hezbollah au Liban. Tout cela semble bien compliqué et il va falloir qu'on ne fasse pas d'économie qu'une petite conversation sur les moyens militaires israéliens qui sont loin d'être aussi supérieurs que ce qu'on peut penser. Alors effectivement, on reviendra sur toutes les notions que vous avez soulevées. Juste avant, Philippe, j'ai envie de vous poser cette question. Donc on a bien compris. Donc maintenant, en fait, j'ai toujours pas compris moi. La transmission économique d'un choc géopolitique, du coup, par la force des choses, elle se fait de façon temporaire ou elle se fait de façon étalée sur le temps? Tout dépend si on assiste à un bouleversement stratégique. Et là, en l'occurrence, sur ici, qu'est-ce qui nous intéresse? Alors, la définition du basculement stratégique moyen-long terme, c'est par exemple la démondialisation. D'un seul coup, la Chine, les États-Unis, ça ne coopère plus. Les BRICS, le G7, ça ne coopère plus. On est là-dedans. Ça, on s'inscrit dans un basculement moyen-long terme. La mondialisation, ça a été un processus de 20 ans, 1992, 2000, 2002, l'arrivée de la Chine dans l'OMC. Et puis, 18 ans plus tard, le processus se renverse. Donc ça, c'est du long terme. Et ça va... on doit raisonner dans une démondialisation sur peut-être les 10 prochaines années. L'affaire Israël-Hamas, il faut quand même dire que ça survient au moment où Benyamin Netanyahou était en difficulté sur le plan politique intérieur, fortement contesté par la rue, impliqué dans des affaires de corruption terribles, tout comme son fils, qui d'ailleurs en ce moment est à Miami, exempté donc de rejoindre les troupes comme tout réserviste, et son fils a participé à des négociations sur l'attribution de permis d'explorer de gisements de gaz au large d'Israël. Il y a des histoires de corruption dans tous les sens. Faut quand même avoir conscience que Benyamin Netanyahou, ce conflit survient au meilleur moment pour faire d'un seul coup l'unité derrière lui, alors que les dangers pleuvent de toutes parts. Pour le Hamas aussi, c'est le bon moment, puisque en parallèle, depuis plusieurs années, on parle des accords d'Abraham qui avaient pour objectif d'apaiser les tensions géopolitiques entre, alors je crois que c'est l'Arabie Saoudite et le Soudan, je crois, qui étaient en bonne voie. On était quand même dans une forme de détente entre certains pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient et Israël. Mais non, mais le Hamas, c'est l'ennemi
idéal pour Netanyahou, puisque c'est le refus de tout. Il a inscrit dans sa charte la destruction d'Israël, la solution des deux pays que d'ailleurs Macron revient défendre comme si ça n'existait pas déjà. Enfin voilà, c'est l'ennemi parfait, on peut discuter de rien avec lui, il est complètement extrême, il commet des crimes atroces, donc c'est parfait, c'est celui qu'on a envie de dézinguer à tout prix, donc ça c'est parfait. Maintenant le Hamas sans l'argent du Qatar, ça tient pas longtemps. Mais là on fait de la géopolitique, Philippe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le sujet économique, financier. Du coup, par la force des choses, ce que vous nous dites, c'est que effectivement, la violence de choc est quand même importante. Du coup, par la force des choses, la transmission économique va se répercuter, pour l'instant, de façon, vous dites, régionalisée. Vous ne laissez pas finir mon raisonnement. Donc, le Hamas ne tient que grâce à l'argent du Qatar, un soutien aussi de la Turquie. Et Benyamin Netanyahou, aujourd'hui, ses opérations, elles ne tiennent que parce qu'il y a la protection des États-Unis par rapport au Hezbollah et par rapport à l'Iran. Et les États-Unis sont dans une situation budgétaire compliquée. La guerre en Ukraine coûte quand même assez cher. Biden veut faire passer un nouveau pack de financement des guerres de près de 100 milliards. Et là, il se passe un truc incroyable. Je vous parlais de la situation politique compliquée dans laquelle se trouvait Netanyahou avant le 7 octobre. Eh bien, figurez-vous qu'aux États-Unis, le Congrès se retrouve dans l'incapacité de voter la moindre enveloppe de livraison d'armes ou de financement à l'Ukraine et à Israël. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de speaker à la Chambre. C'est-à-dire que pour l'instant, le groupe républicain qui est majoritaire n'a plus de porte-parole et donc tout est bloqué au Congrès. Alors, si on en revient à cette question financière, justement, ce que vous dites, donc si j'entends bien ce que vous dites et si je le comprends, ce que vous dites, c'est par la force des choses, si on veut un portefeuille dynamique, il faut acheter de l'obligataire américain. Les rendements explosent, du coup, par la force des choses, vu qu'il y a ce risque-là. Alors, actuellement, si on achète, là on change un peu de sujet, mais... c'est le sujet de l'émission, c'est voilà. Donc les États-Unis, aujourd'hui, peut-être, se trouvent dans l'impossibilité de s'endetter davantage. Ah, ça, c'est effectivement peut-être une bonne nouvelle pour les détenteurs d'instruments obligataires. La transition, elle est là. Est-ce que les États-Unis peuvent encore ou non s'endetter de façon infinie ? Si la réponse est non, c'est une très bonne nouvelle pour deux types de détenteurs de T-bonds américains. Un, s'ils en achètent, ils obtiennent aujourd'hui un rendement de 5,5%, 5,60 même sur 6 mois, 1 an. Et si jamais ils ont une vision un peu plus long terme, là, si les États-Unis se trouvent contraints à davantage de tempérance budgétaire, et que la Fed, qu'on comprend bien que 1000 milliards de services de la dette, c'est ce que les États-Unis doivent à leurs créanciers chaque année maintenant, 1000 milliards de dollars et 1200, j'ai fait les calculs, en 2024, si la dette atteint les 40 000 milliards, si on va vers davantage d'orthodoxie, que la Fed a conscience que l'État américain ne peut pas se permettre chaque année de verser 1000 milliards à ses créanciers, les taux seront rebaissés. Ça va provoquer d'un seul coup une réappréciation massive de la dette américaine. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est, d'accord, réappréciation massive, j'achète des T-bonds à 80, j'espère les revoir à 100, tout ce que j'espère, c'est qu'entre-temps, je ne vais pas voir le dollar passer de 100 à 80. Sinon, ça annule tout. Mais aujourd'hui, je dirais que acheter des T-bonds américains, c'est d'abord se verrouiller un rendement bien supérieur aux actions et en plus de ça, avoir la possibilité de réaliser de belles plus-values en capital si la Fed doit rebaisser ses taux à l'horizon mi-2024
etc. Donc voilà, oui, je réponds oui 2 fois à la question, est-ce qu'il faudrait détenir des T-bonds américains? C'est oui. La seule réserve, c'est si le dollar se met à chuter parce que justement la Fed remet la planche à billets en route et bien sûr on sacrifie le dollar. Alors c'est pas ce que les marchés anticipent, puisqu'a priori le statu quo de la Fed est d'anticiper jusqu'à la fin de l'exercice 2023 pour l'ensemble de la communauté financière. Et donc même on n'est pas jusqu'à mi-2024. Après ça dépend, les dot plots début 2024, on est quand même à 6,1 je crois de mémoire, mais du coup par la force des choses que vous dites, et il y a quelque chose que vous dites d'intéressant, vous dites si le dollar se renforce, mais là depuis le début du conflit on a vu que le dollar, qui est la valeur refuge par excellence avec l'or, n'a rien pris. Du coup par la force des choses, je repose encore cette question, et je vais la poser à vous Charles. Charles, vous avez exposé dans votre intervention tout à l'heure 3 scénarios possibles à cette guerre, puisque aujourd'hui on l'a bien compris, on est dans l'attente d'un dénouement, alors le moins malheureux possible, on l'espère du fond du cœur, mais que cette guerre puisse, comme le veut l'ensemble de la communauté internationale, cesser, ou tout du moins que ce devienne une guerre conventionnelle, c'est-à-dire qu'on mette les civils de côté et qu'on ait une guerre entre militaires, pas à force des choses, entre militaires d'un côté et terroristes de l'autre. Ceci étant, donc plusieurs scénarios s'offrent à nous. On l'a bien vu, l'impact sur les actifs censés être refuges est quand même relativement faible. Du coup, par la force des choses, vous Charles, quel scénario anticipez-vous le plus et auquel cas, quel conseil vous donneriez d'investissement aux téléspectateurs qui nous regardent? Alors, tout d'abord, je voudrais rebondir sur ce que vient d'expliquer extrêmement bien Philippe concernant les obligations américaines. Alors, j'ai strictement rien à retrancher ou à rajouter sur le raisonnement parfait qui a été donné par Philippe. Je voudrais juste amener quelques petits compléments de réflexion là-dessus. En ce qui me concerne, par exemple, donc encore une fois, le raisonnement de Philippe est parfaitement juste. Néanmoins, on a 2 risques là qui se posent dans le cas d'un worst case scénario, c'est-à-dire d'un scénario du pire qui serait l'embrasement régional qui pourrait conduire à un enchaînement absolument effroyable. Henri Guénaud l'a très bien évoqué hier, il était dans une matinale, me semble-t-il, sur Europe 1. Et donc, il a expliqué que non, effectivement, nous n'étions pas à l'abri d'une nouvelle guerre mondiale. Et donc, on peut effectivement parfaitement modéliser des enchaînements dramatiques et donc arriver sur du worst case scénario. Si on arrive sur du worst case scénario, et donc Philippe l'a parfaitement évoqué en filigrane, il a parlé de la baisse du dollar. Et donc, là, si vous voulez, on peut se retrouver avec une monétisation extrême. Et donc, on peut se retrouver avec une dévalorisation très importante de la monnaie, soit on peut se retrouver avec des risques d'insolvabilité, au moins partiels ou plutôt, etc. Bon. Je rappelle que la note d'Israël vient de passer sous surveillance négative et perspective négative par une agence de notation. Alors, il me semble que c'est Moody's, il faut les spectateurs vérifieront. Mais bon, ça a été annoncé ce matin. Donc, si vous voulez, la guerre, par les coûts qu'elle entraîne, alors évidemment, elle entraîne des coûts humains absolument dramatiques, les guerres dévorent. Donc, les guerres dévorent les hommes et les guerres dévorent l'argent. Donc, elles dévorent les âmes aussi parce qu'on fait tout et n'importe quoi et on devient une violence extrême. Mais en tout cas, les guerres dévorent les hommes et les guerres dévorent l'argent. Toutes les guerres coûtent extrêmement cher. Une grande guerre, ça coûte très, très cher. Et donc, à l'issue d'une grande guerre, généralement, vous avez des grands équilibres monétaires qui sont complètement mis à genoux. Alors, si vous me demandez, est-ce que aujourd'hui vous jouez les obligations américaines, et c'est la réflexion que je voulais et partager avec l'ensemble des auditeurs et puis avec notre camarade Philippe Béchade, est-ce que j'achèterais des obligations américaines? Pas encore, pas maintenant. J'attendrai de voir de quel côté va retomber la pièce. Est-ce que on part vers un scénario du pire et un embrasement d'abord régionalisé puis potentiellement mondialisé, ou est-ce que on part vers une solution, comme vous le disiez, qu'on préférerait tous, qui est une solution de sagesse, qui serait une solution de pondération, qui serait une solution politique,
où on ferait, permettez-moi ce jeu de mots un petit peu douteux, mais on ferait une Hamas-sectomie de la bande de Gaza et on extirperait effectivement le Hamas d'un point de vue militaire, mais aussi d'un point de vue politique, pour qu'il ne représente plus jamais de menace pour Israël et pour les civils israéliens. C'est le droit d'Israël à vivre évidemment en sécurité, mais aussi le droit des Palestiniens à vivre de manière libre et avec une autorité politique qui soit tout à fait humainement supportable aussi par la population palestinienne, qui ne voit pas forcément d'un si bon œil que ça. On avait eu des enquêtes qui avaient été faites par le Washington Institute juste avant la guerre, donc cet été, je crois que des sondages qui datent de juillet 2023, et dans les sondages de juillet 2023, vous aviez une majorité importante des Palestiniens de Gaza qui auraient préféré. Ah, on a un problème, on va enchaîner avec vous Philippe, du coup par la force des choses en essayant de retrouver Charles. Philippe, donc vous nous disiez, Charles est en train de corroborer ce que vous dites en disant qu'effectivement les obligations c'est peut-être un peu tôt pour y rentrer, les obligations américaines. Vous nous parlez également de l'endettement américain qui, alors comme vous le dites, se creuse de jour en jour, de jour en jour. Le problème du speaker à la Chambre n'est pas réglé, du coup par la force des choses, est-ce que cette situation pourrait être comparable à l'endroit de l'économie française et européenne? Non, là, c'est clairement, c'est pire que... C'est clairement pas comparable. Ça, c'est ce que j'appellerais de la tambouille politicienne américano-américaine. Les subtilités des rapports de force au Congrès. Pourquoi il n'y a pas de speaker? Parce que il y a des sénateurs républicains qui pardonnent pas à celui qui apparaissait comme le favori. C'était au soir donc du 24 octobre. Ce favori avait validé l'élection de Biden malgré les contestations de Donald Trump, et donc les parlementaires trumpistes ont dit nous ne le soutiendrons pas. Donc pour l'instant il n'y a personne, et le blocage peut rester comme ça peut durer 15 jours, 3 semaines, personne n'en sait rien. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout commenté par la presse française ou même européenne, parce que le système politique américain semble être complètement inconnu de nos journalistes, donc comme ils comprennent pas, j'ai l'impression qu'ils en parlent pas, alors que pourtant on est là sur une thématique majeure. Donc en Europe, il n'y a rien de tel. Par contre, ce qu'on sait qu'en Europe, c'est qu'on n'obtient jamais un consensus à 27, sauf quand on est au bord du précipice. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en Europe, on a aussi cette espèce on est empêché de prendre les bonnes décisions jusqu'au moment où on n'a plus le choix que de prendre quelque part la bonne décision. Alors justement, donc ça fait appel au côté émotionnel un petit peu de l'ensemble de la classe politique, journalistique, etc. Ceci étant, alors j'aimerais en revenir à ce conflit, à cette notion qui est celle de l'émission quand même, qui est de savoir comment est-ce que je compose mon portefeuille d'investissement en fonction de ce risque géopolitique qui frappe à la porte de l'Europe, mais qui pour l'instant, Dieu merci d'une certaine façon, n'est que cantonné au Proche-Orient. Du coup, qu'est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs et spectateurs? Est-ce que vous diversifier votre portefeuille avec de l'actif refuge à 100%, ou vous restez quand même un peu dynamique avec des actions, et notamment les pétrolières et parapétrolières? Eh oui, j'ai remis plein de carbone dans mon portefeuille. Bon, les abonnés de Ma Lettre Les Affranchis sont bien au courant. Je m'en suis expliqué, et c'est vrai que là il faut faire un développement, mais j'avais le raisonnement avant le 7 octobre, et je peux aujourd'hui vous le resservir, il reste tout aussi pertinent. Au soir du 6 octobre, il manque 1,5 million de barils jour, du fait de la volonté de l'Arabie, associée aux Émirats, associée
à la Russie. Et puis maintenant, on comprend qu'avec la diplomatie chinoise qui a permis le rapprochement de l'Arabie et de l'Iran, on comprend que tout le monde maintenant rame un petit peu dans le même sens. Donc ça veut dire qu'au départ, on se disait, oui, ils font semblant de refermer le robinet, et puis les dissensions habituelles vont ressortir, et puis chacun se remettra à tricher, comme c'est le cas depuis 50 ans, on annonce des réductions, puis finalement on ne les fait pas. Et bien là, non seulement ces réductions sont bien mises en place, et elles sont pérennes. Donc là aussi, quand on se disait, on a changé un petit peu d'univers, là c'est un cas de changement. Donc on était en manque de pétrole avant le 7 octobre, et on se dit que s'il y avait un embrasement, bon, quel est le pays visé clairement par l'arrivée des deux plus gros porte-avions américains? C'est l'Iran, on a tous compris que c'est l'Iran. Et là, c'est 3 millions de barils. Donc si pendant quelques semaines, l'Iran se retrouve dans la capacité d'exporter parce que boycotté ou parce qu'il y a eu des destructions sur des terminaux, vous imaginez le monde sans les 3 millions de barils iranien. Alors c'est pas parce que Joe Biden vient maintenant d'autoriser le Venezuela d'exporter 200 000 barils de plus, là ça fera pas la jonction. Donc ça fait longtemps qu'on aurait dû comprendre que le pétrole va demeurer rare, et qu'en plus, contrairement aux projections, on en consomme chaque année un peu plus, malgré cette transition énergétique qui sature l'espace médiatique occidental. Mais il faut regarder ce qui se passe hors des 7 ou 800 millions d'Occidentaux qui veulent respecter un calendrier de la décarbonation. Regardez, il y a 700 millions donc d'Occidentaux, et vous avez 7 milliards de non-Occidentaux qui, eux, consomment du pétrole de plus en plus. L'Inde, la Chine, beaucoup de pays émergents. Donc, comme on a envoyé le message, et que c'est finalement le narratif qui le tient, c'est la presse occidentale. Donc qu'est-ce qu'on dit? On décarbone, à l'horizon 2035, on aura réduit les émissions de 30%, on sera carbone neutral à 2050. Donc les compagnies pétrolières ont bien compris le truc. Si d'ici 2035, dans 10 ans, on a réduit la consommation de 10-15%, ça, on ne le tiendra pas, mais c'est le narratif. Les compagnies pétrolières disent « mais moi je ne vais pas aller forer, décrocher des permis d'exploration, et puis ensuite financer des plateformes offshore extrêmement coûteuses, si dans 10 ans j'ai personne pour m'acheter mon pétrole ». Donc elles n'ont pas investi, et elles n'investiront pas. Donc on est sur quoi? Sur la déplétion des stocks de pétrole existants. Et la meilleure preuve que les majors pétroliers n'ont pas envie d'investir et de creuser plus dans les planchers océaniques, c'est qu'on assiste à une série de rachats entre producteurs de pétrole. Alors actuellement, notamment américains, donc ce sont en fait des producteurs de shale oil. Mais on peut imaginer que demain, on aura peut-être des mouvements carrément transnationaux. Oui, on peut voir l'inverse. On peut imaginer que ces rachats, ces mouvements de concentration sont faits pour réaliser des économies d'échelle et par la force des choses pour pouvoir continuer à forer plus loin. C'est le principe d'un rapprochement. De service, on va supprimer. On est dans un truc archi-capitalistique, du coup, par la force des choses. Au contraire, l'économie d'échelle, elle a du sens, d'autant plus dans une entreprise qui consomme un cash dingue pour investir. Les investissements des compagnies pétrolières, c'est 400 milliards par an. Pour arriver à sortir les 1,5 million, voire les 2 millions de barils qui nous manquent, il faudrait que l'investissement soit de 600 milliards. Oui, c'est ça, exactement. C'est l'AIE qui a dit ça dans un rapport il n'y a pas très longtemps. Et là, donc, on voit qu'il y a un sacré gap. Non, quand une compagnie pétrolière en rachète une autre, les économies d'échelle, elles sont nulles, notamment dans le fameux shale oil. Pourquoi? Parce que vous rachetez une compagnie qui fait comme vous, des trous dans le sol. Alors des fois avec des technologies un petit peu différentes, mais ça fait des trous dans le sol. Donc vous allez supprimer 3 comptables et puis peut-être un service de com. Mais c'est pas ça. Non, vous achetez en fait des réserves
supposé ou connu. Et ensuite, quand vous avez le maximum de réserves, vous essayez d'optimiser son prix. Ce qui est tout à fait logique, et c'est ce que l'Arabie et tous les pays producteurs de pétrole qui ont arrêté là aussi d'investir pour augmenter leur production, ils en sont maintenant dans une logique de gestion de leur stock jusqu'à 2035 où, soi-disant, on consommera moins de pétrole. Donc on laisse quelque part s'épuiser les gisements en espérant que quelque part la consommation se réduise à peu près dans des proportions comparables. Alors qu'en fait, c'est pas ce qui se passe et ce n'est pas ce qui va se passer. C'est pourquoi je continue de pencher pour une appréciation moyen, long terme des prix du pétrole, même si tout le narratif va dans le sens de la décarbonation. Alors ok, très clair, donc on a parlé de des matières premières, notamment sous le prisme donc, du pétrole avec les pétrolières et les parapétrolières. Il faut du dollar dans son portefeuille ? En prévision, je suis toujours dans cette logique de l'émission, le sujet qui est la guerre au Proche-Orient, son éventuellement élargissement à la zone Moyen-Orient et donc par la force des choses, son impact sur les marchés financiers. Très brièvement, parce que je vais laisser la parole à Charles. Qu'on vient de retrouver, c'est pour ça que... Et j'ai déjà répondu par avance, le risque c'est que... Le coût de l'endettement américain n'est pas supportable. Il ne l'est pas davantage pour l'Europe ni pour la France avec ses 3300 milliards à 4%, c'est ruineux. Donc si les banques centrales décident de réduire à nouveau le loyer de l'argent, ça va envoyer le dollar très bas, pas forcément par rapport à l'euro parce que la BCE va probablement suivre le mouvement, mais par contre par rapport à des monnaies asiatiques, par rapport au yuan, par rapport au franc suisse, dollar singapourien, le dollar pourrait perdre effectivement pas mal de valeur. Et donc il faut acheter de l'or du coup. Mais c'est pour ça que beaucoup de pays achètent de l'or, parce que... Donc dans les portefeuilles des personnes qui nous regardent, on essaye de mettre de l'or dedans du coup, c'est ce que vous nous dites. Moi c'est ce que j'ai recommandé à mes abonnés depuis 2018 ou 2019, vous voyez, ça date pas d'hier, c'était même avant qu'on fasse le all-in monétaire qu'on a connu avec le Covid. Donc aujourd'hui oui, le dollar et l'euro par rapport à des tas d'autres actifs, dont l'or effectivement, risquent effectivement de baisser, et je pense même d'ailleurs au réal brésilien. Le Brésil devenu un des plus grands exportateurs du monde, quelque part, je me demande si le réal aujourd'hui c'est pas meilleur que le dollar. Mais c'est vrai que la référence universelle reste l'or, donc on va rester aussi basique. L'or reste évidemment un vecteur incontournable. De performance dans un environnement de géopolitique assez tendu. Charles, vous êtes de retour avec nous, vous m'entendez ? Moi, je vous entends très bien. Bon, parfait. Du coup, on va revenir sur ce que vous disiez avant qu'on perde la transmission. Vous nous expliquiez donc que tout dépendra de la tournure que prendra le conflit, que finalement l'investissement dans les obligations c'est peut-être un peu tôt, il faut garder en tête ce que disait Philippe, donc c'est que toute guerre a un coût et que par la force des choses, ce coût-là commence à devenir faramineux pour le contribuable américain. Du coup, par la force des choses, Charles, et c'était ma question à Philippe, dans cet environnement donc d'expectative quand même par la force des choses, nos téléspectateurs, nos auditeurs ont quand même envie d'avoir une forme de visibilité sur ce qu'ils doivent faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire dans cet environnement ? Eh bien voilà, comment vous avez un portefeuille d'investissement, on vous donne 100, vous en faites quoi aujourd'hui ? Eh bien j'en fais rien. Voilà, la réponse elle est simple, elle est claire, elle est précise, j'en fais rien. C'est-à-dire que dans ces moments de grande tension, dans ces moments de bouleversement géopolitique, dans ces moments qui sont historiques. C'est-à-dire qu'on vit des moments qui rentreront dans les livres d'histoire. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre la portée des événements que nous vivons. Et donc, quand un événement est de nature à rentrer dans les livres d'histoire, vous avez intérêt en termes patrimonial à ne rien faire. C'est-à-dire que toujours dans ces contextes-là, c'est le cash qui est roi. Donc on dit cash is king. Et donc, il faut être au maximum liquide, c'est-à-dire qu'il faut sortir de tous vos actifs
Alors, quand je dis qu'il faut sortir de tous vos actifs, attention, hein, on parle de gestion patrimoniale, donc on a des contrats d'assurance vie qui sont investis pour des raisons de succession sur lesquelles on a des antériorités, etc. Donc, attention, je ne suis pas en train de vous dire on coupe tout, on annule tout, on reprend tous ces sous et on planque ça sous un matelas à la maison. C'est pas ça. L'idée, quand on dit cash is king dans ces situations-là, c'est de dire que dans son allocation d'actifs, tous les placements dont on peut sortir facilement, tous les placements qui sont extrêmement risqués, mais tous ces placements qui sont aussi liquides, tous les placements qui ne nécessitent pas des frais de sortie ou des frais d'entrée très importants, enfin bref, ou qui n'ont pas un intérêt fiscal spécifique, ou qui ne sont pas pour le très long terme de la retraite, enfin bref. On va augmenter significativement sa poche de cash. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fonction de la manière dont la pièce retombe, eh bien, vous allez pouvoir aller vous positionner sur des actifs qui seront plus ou moins intéressants, ou plus ou moins bradés, ou qui auront perdu plus ou moins de valeur, ou qui auront plus ou moins corrigé, ou surtout, vous pourrez aller sur la classe d'actifs facilement que vous pourrez surpondérer en fonction de la situation. Souvenez-vous, le raisonnement, encore une fois, tout à fait juste qu'a mené Philippe sur les obligations américaines. Peut-être qu'il faudra aller massivement sur les obligations américaines, peut-être pas, mais comment fait-on pour pouvoir y aller si c'était effectivement la stratégie pertinente ? Donc pour pouvoir y aller, si effectivement c'était la stratégie pertinente, ou pour pouvoir vous positionner sur des pétrolières et sur des valeurs carbone, eh bien, il faut qu'à un moment donné, vous vous libériez du cash. Donc en fait, la première étape dans ces moments de tension qui peuvent précéder des mouvements de crack ou de correction significative, c'est bien évidemment de faire en sorte d'augmenter sa capacité à agir. Et pour augmenter votre capacité à agir, eh bien, il faut sortir d'un certain nombre de placements pour pouvoir vous mettre en cash. Et donc, baisse des marchés, du coup, par la force des choses. Ça va accélérer Oui, non, mais évidemment. C'est-à-dire que si à un moment donné, nous avons un embrasement régional, si à un moment donné, nous avons des tensions sur l'approvisionnement en pétrole du monde, il est évident, Philippe vous a donné les très bons métriques en vous disant attention, l'Iran c'est 3 millions de barils, si jamais ils sont plus là, ça va un petit peu manquer quand même. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris que des taux relativement importants au niveau des banques centrales, plus un grand manque d'énergie et du pétrole très cher, ça va évidemment pas bien se passer. Donc, vous allez avoir, alors, de la correction un peu beaucoup passionnément, un crack ou une correction forte, peu importe, mais vous allez avoir une correction, évidemment, des marchés, vous allez avoir des valorisations en baisse de manière significative. Donc, vous allez pouvoir acheter des actions. Pour pouvoir les acheter, faut avoir du cash. Ça veut dire que de toute manière, vous allez augmenter significativement votre poche cash, espèce sonnante très trébuchante, pour pouvoir être prêt à acheter des actifs, quels qu'ils soient. Philippe, vous corroborez ce que dit Charles ? Oui, et je fais observer que j'abonde dans le sens de ce que dit Charles, c'est que effectivement il faut avoir le maximum de cash pour faire face à des situations les plus imprévues qu'on peut concevoir. D'ailleurs, c'est Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui dit que la situation internationale est la plus dangereuse qu'on ait pu connaître depuis la crise des missiles à Cuba, donc ça nous ramène 60 ans en arrière. Henri Guénaud, ça a été cité également, met l'accent sur ces dangers. Donc on est dans une période extrêmement incertaine, et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette période totalement incertaine, vous avez les 7 fantastiques, les 7 plus grosses capitalisations mondiales à Wall Street, dont le PER moyen est de 45. Ça veut dire que alors qu'on est dans l'incertitude totale sur les 3 prochaines semaines, les 3 prochains mois, il y a des gens qui pensent et qui jouent de façon certaine une trajectoire de profitabilité sur les 45 prochaines années. Et si on devait avoir un embrasement, est-ce que vous pensez que, par exemple, un secteur comme le luxe a des chances de faire une belle année 2024 ou 2025 ? Est-ce que vous pensez que même
classe, celle qui possède des yachts de 70 mètres, des îles privées dans le monde et qui pourrait éventuellement, comme on dit, en cas de guerre mondiale, je fiche le camp à l'étranger. Est-ce que vous pensez même que cette hyper classe aura encore envie d'acheter le dernier Kelly d'Hermès dans toute la série de couleurs proposées? On vient d'avoir les résultats d'Hermès. Effectivement, le sac Kelly a eu un succès phénoménal. Mais là, je vous parle de choses, mais c'est complètement lunaire par rapport aux enjeux du moment. Donc, je me dis que le luxe également, avec des PER de 38, 45... Ça retombe quand même, le secteur du luxe, PER est en train de retomber. Mais retomber, ça, en fait, c'est une forme de normalisation. C'est un peu ce qu'on observe sur beaucoup de marché aussi. Mais on est d'accord, ça retombe. Mais on est sur une forme de normalisation, et donc par mais on vient de 25. La question de savoir, c'est est-ce qu'on en profite de cette normalisation, à quel moment on en profite? Vous nous parlez de valeurs qui finalement, dans la tête des investisseurs, puisqu'encore, je le rappelle, cette émission est dédiée aux investisseurs et aux financiers. Du coup, par la force des choses, dans l'esprit des investisseurs et des financiers, est-ce qu'il faut... quand est-ce que je profite de ce repli des cours, de cette respiration offerte sur beaucoup de valeurs, l'immobilier, le luxe, la tech aussi souffre pas mal. L'immobilier n'a pas fini de souffrir, je peux vous le dire. Mais donc, même si les taux rebaissent l'année prochaine. Mais ça très bien, mais du coup, par la force des choses, quand à quel moment on y retourne? Du coup, à quel moment c'est devenu intéressant, ça redevient intéressant de retourner sur des valeurs comme ça? La question, c'est que ça fait. On a vécu pendant la période 2014-2022 une époque de profusion monétaire où par effet d'entonnoir et également par effet de rachat massif de titres, on a donc supprimé des titres en circulation et on a remis de l'argent pour permettre à ceux qui en avaient en excès de faire monter tous les actifs. Je vous rappelle par exemple la bulle des valeurs hydrogènes. Rappelez-vous les multiples de capitalisation atteints par des McPhee, des Neoen, etc. On était à 50 et là aujourd'hui on est retombé à 20-25 et pour le luxe on est passé de 25 à 45. Qu'est-ce qui nous dit qu'on ne reviendra pas éventuellement à 25? On ne veut pas l'imaginer parce que le luxe c'est 33-35% de la capitalisation du CAC 40. Mais en 2000, on a vu France Télécom revenir de 110 à 10 euros. Le PER s'est complètement effondré. L'hydrogène, c'est un exemple. Et il y en a d'autres. Et puis là, on voit se désintégrer, par exemple, au Worldline de moins 55% en une séance. Quand on est dans des marchés où on peut perdre jusqu'à 55% en une séance, on n'est plus dans des marchés haussiers. Ça n'arrive pas dans un marché haussier. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, Worldline a raté ses objectifs, mais ils se rattraperont au prochain trimestre. Là, moins 55, ça veut dire qu'on pense que c'est game over. On ne raisonne pas comme ça dans un marché haussier. Donc, je pense que le marché présente... Le cours de clôture, on attendra. Alors, effectivement, en séance, aller chercher le moins 55, ça s'est rattrapé. À l'heure où on a commencé cette émission, c'était moins 40. Du coup, bon, attendons quand même avant de tirer des conclusions aussi hâtives et profondes. Peu importe que ça finisse à moins 30 ou à moins 60. Pareil, moins 30, ce que je veux vous dire, c'est que ça n'arrive pas dans un marché haussier. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on loupe un trimestriel que d'un seul coup, les investisseurs ont l'air de condamner tout l'avenir de l'entreprise. Donc on est sur des PER, de 48-49 sur les 7 fantastiques aux États-Unis. On est sur des PER de 38 à 45 sur le luxe en Europe. On ne s'est pour l'instant pas déshabitué à payer très cher des entreprises pour lesquelles évidemment je peux vous décliner toute la palette des justifications, progression constante, récurrente des résultats, quasiment invulnérables, sauf dans un monde qui change. Et la question est de savoir... Et le monde est en train de changer, c'est justement la source de ces risques, de ces conflits, de ces risques géopolitiques, c'est parce que le monde change. Et donc quand on continue de payer 45 fois les bénéfices, c'est qu'on n'a pas encore pris conscience de ce que dit Charles, c'est qu'on est dans une zone d'incertitude, alors là, effectivement, la drôle de guerre, et pour l'instant, non, on n'a pas encore pris la mesure, ou en tout cas, on ne l'a pas matérialisé en réalisant ces profits
sur les 7 fantastiques, qui sont encore, je ne sais plus, à 40% de gains depuis le 1er janvier. Quand le reste du S&P est à 0 et qu'on est même à -6 sur les valeurs petites et moyennes depuis le 1er janvier, vous voyez qu'il y a encore énormément de bénéfices à prendre. La question, évidemment, c'est de poser, si je récupère mon cash, si je récupère du cash, qu'est-ce que j'en fais ? Voilà, moi les pistes que je propose, effectivement, c'est l'or, c'est le pétrole, pourquoi pas l'uranium, des actifs tangible, parce qu'un PER de 45, c'est quelque chose de complètement virtuel. C'est un pari sur les 45 prochaines années. Comment vous pouvez faire ce pari-là, alors que sur les matières premières, on est à peu près certain que les besoins vont demeurer élevés et les capacités d'extraction limitées. Très clair, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Je suis désolé, tout est passé très vite. Ça fait plus de 45 minutes qu'on est ensemble. Je vous remercie, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Philippe Béchat, Philippe, vous êtes donc rédacteur en chef de La Lettre des Affranchis. La Lettre des Affranchis, dont la quotidienne l'envoi est hebdomadaire, vous m'avez dit. Hein, alors, actualisation des stratégies hebdomadaires, absolument, avec même 2 lives par semaine avec les abonnés pour échanger effectivement sur des sujets qui comme vous l'avez vu ici, on est capable de sortir du strict centre d'intérêt, quels sont les résultats trimestriels attendus, etc. Évidemment, on élargit le spectre. On replace tout ça dans un contexte beaucoup plus large. Très bien. Charles, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Charles Sana, vous êtes éditorialiste et économiste et fondateur du site insolence.com. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt sur Téléfinance.